Donc je vais continuer les présentations. Donc, moi je m'appelle Jean-Baptiste Gouin, je suis dirigeant et fondateur d'un cabinet de conseil, de formation, d'accompagnement qui s'appelle Talenco. On a fêté nos 10 ans il y a 10 jours d'ailleurs. Voilà, notre siège social est à Nantes. Notre activité est beaucoup à Paris, mais notre siège est à Nantes. L'origine de Talenco il y a 10 ans, c'était d'avoir une ambition, c'était de ne laisser personne rater le virage du digital. Personne, c'est à la fois l'entreprise, l'accompagner dans sa transformation, et aussi chacun des métiers, donc entre autres les métiers de la relation client, mais aussi le marketing, les RH, etc., et d'accompagner ça. Et puis si le sujet du digital, c'est, pour faire un peu grossier, c'est de chercher à réenchanter l'expérience client, on s'est vite rendu compte qu'on n'allait pas y arriver, parce que chez nos clients qui étaient plutôt aussi des grosses entreprises, en particulier chez eux en tout cas, alors c'est sûr que les organisations étaient trop hiérarchiques, mais surtout, dès qu'on se mettait dans une logique UX de suivre les parcours clients, on voyait qu'ils étaient surtout trop silotés. Et du coup, on a eu très tôt cette conviction qu'au cœur de la transformation digitale, mais pas que, de la transformation globale des organisations, est le sujet de l'évolution des modes de travail. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le sujet d'évolution des modes de travail? C'est tout ce qui touche à l'agilité, qui est un terme parfaitement galvaudé, mais au sens du manifeste agile, si vous connaissez de 2001. Tout ce qui touche au collaboratif, à l'innovation, l'open innovation, l'appropriation des nouveaux espaces de travail, le travail à distance, qui s'est forcément explosé depuis 2 ans. Et dès qu'on touche à l'évolution des modes de travail, ça vient percuter de plein fouet les référentiels managériaux. Donc pour de vrai, plus de 60% de notre activité, c'est d'accompagner des communautés de managers à changer un peu fortement de posture, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des équipes qui bossent pour leur boss, mais de mettre vraiment le manager au service de l'équipe. Donc vous voyez le changement de perception déjà de son rôle. C'est d'avoir des managers qui mettent en place de vrais nouveaux modes de travail voilà, plus collaboratifs, entre autres, et d'avoir des managers qui portent le projet stratégique de l'entreprise. En fait, bien souvent, ils sont là quand on présente le projet stratégique, tout le monde applaudit à la fin, et puis après, enfin, vous connaissez ça, j'imagine, hein, le quotidien reprend son cours, et du coup, ils partent plus du tout les projets. Et ça, on en a fait une spécialité, c'est le troisième sujet, c'est le déploiement des plans stratégiques, avec une méthode qui s'appelle les OKR, ça veut dire Objectives and Key Results. Pourquoi on s'intéresse à cette méthode? C'est lié à notre origine digitale. On faisait beaucoup de learning expedition, entre autres aux États-Unis. Et en fait, un jour, on a découvert cette méthodologie et moi, ça a changé ma vie. Déjà parce que toute mon organisation, on l'a passée sous OKR. Et on a travaillé pendant 1 an sur une méthode d'implémentation des OKR. Autant de le dire tout de suite. Le sujet des OKR, conceptuellement, c'est hyper simple. On va voir comment ça marche, vous allez tout de suite comprendre. C'est ce qui donne toute la puissance de la démarche, d'ailleurs. C'est hyper simple conceptuellement. Dans l'implémentation, c'est assez exigeant. Voilà. Et du coup, on a travaillé sur ces méthodes d'implémentation et aujourd'hui, on accompagne, j'ai envie de dire, tout type d'entreprise, ça veut dire des startups nantaises comme Allo Voisin, par exemple, au déploiement des plans stratégiques du groupe Renault, l'Unolution, qu'on déploie sur tout le groupe avec les OKR. Et il y a un constat, c'est qu'à travers cette méthodologie-là, et ça marche à tous les coups, on développe l'engagement des collaborateurs. Donc c'est le sujet de cette intervention. Si je fais écho avec qui y a dans la salle, je vois que c'est normal vu le thème du salon, on touche beaucoup à la relation client, donc j'essaierai aussi d'illustrer avec le sujet de la relation client, pourquoi pas. Voilà, donc Talenco, on est 80 consultants qui intervenons un peu partout, y compris à l'international. Donc, si je resitue un petit peu de contexte sur ce qu'on vit en ce moment, et pour arriver aux OKR, donc qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Vous connaissez cet environnement, c'est très vrai aussi dans la relation client qui est devenue de plus en plus multicanal. Sans doute que vous vous intéressez je pense aux gens des mutuelles, là, entre autres à la relation client par visio. En tout cas, nous on voit beaucoup de projets où on travaille sur comment conduire ces entretiens en visio, qui est une attente forte des consommateurs, donc en B2C et beaucoup en B2B. Bref, il y a des nouvelles stratégies, on a besoin d'accélérer dans la mise en œuvre des stratégies, voire on est dans des contextes de crise, et malheureusement, je crains que ça ne s'arrange pas l'année prochaine. Les stratégies existent, il faut déployer. En revanche, le passage de la vision à l'exécution se fait rarement, on va le dire comme ça, de façon très efficace. C'est-à-dire que ça ne déploie pas sur les bonnes personnes, ça ne déploie pas dans le bon rythme. Et pour réussir ça, il y a 4 conditions qui sont essentielles. Donc je parle bien là du déploiement d'un plan stratégique, mais vous pouvez aussi le rapporter à un projet de service d'une équipe, ça marche tout aussi bien. Ces 4 choses sont les suivantes. 1, c'est définir des priorités d'action. Il y a un truc qu'on voit partout dans les grands groupes, moi je l'ai à chaque fois. Nouveau plan stratégique, allez, on a lancé 40, 50, 60 chantiers. Et au bout de 6 mois, on a des groupes de travail là, qui sont mis en place autour de ces 40 chantiers. On a une espèce de patte là, qui s'est créée, un magma,
où les groupes de travail n'ont pas communiqué entre eux, où il y a des gens qui courent après les résultats de chaque groupe de travail. Bref, je crois qu'il faut se dire les choses, ça marche pas bien, quoi. En tout cas, c'est rarement très efficace. Je vois des petits rictus, voilà, donc je pense que ça éveille certaines choses là-dessus. La première chose, c'est de définir des priorités d'action. Et on va voir, les OKR va nous aider. C'est avant tout une démarche de priorisation. On va avoir 3 objectifs, plus 1, moins 1. C'est-à-dire qu'on peut aller à 2 objectifs, on peut aller jusqu'à 4, mais on ne va pas aller à 5. Donc toute l'idée, ça va être de se focuser sur des objectifs prioritaires sur un temps court. Voilà. Et on ne dit pas, on a 4 ans ou 3 ans pour faire tous les chantiers. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que oui, on va le travailler avec le dirigeant, avec le code DMX ou le CODIR, mais on va impliquer aussi à travers cette démarche l'ensemble de la ligne hiérarchique. Peut-être que vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu dans des expériences précédentes, ou dans un groupe américain, où il y a les Américains qui avaient leur vision, alors surtout dans le secteur des RH, vous imaginez la perception RH en France et puis aux États-Unis, qui avait sa vision de son modèle qu'il voulait appliquer, la réalité des RH en France. Et là, vous passez votre temps à vous contorsionner, à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds en permanence et où personne n'est aligné. Et moi, j'ai jamais vu autant de burn-out qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et ça, il y a beaucoup de managers qui le vivent, hein, cette contorsion. Donc à travers cette méthode, on va s'aligner et impliquer tout le monde. Troisième chose, pour réussir un plan stratégique, il faut responsabiliser les collaborateurs. Bon, ça, c'est pas nouveau, c'est du management au quotidien, j'ai envie de dire. Mais dans la définition de comment on va atteindre ces objectifs, c'est les collaborateurs qui vont le faire. On va plus dire, voilà ce que tu dois faire. C'est eux qui le définissent. On est dans une vision très lean management. Hein. C'est celui qui fait qui sait. Le manager qui pense qu'il sait tout, etc., c'est tout aussi l'intelligence collective qui va derrière. Et quatrième chose, c'est de piloter finement la mise en œuvre de ses plans stratégiques, mais aussi de son projet d'équipe, encore une fois. Quand on arrive à mettre en place ces 4 éléments, juste 4, ça génère un engagement collectif. Et cet engagement collectif, il est de toute façon essentiel à la mise en œuvre de son plan stratégique. Voilà, ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle les super pouvoirs des OKR. Je vous recommande un bouquin de quelqu'un qui s'appelle John Doerr, on va en reparler, qui s'appelle Measure What Matters et qui parle de ces 4 plus 5e super pouvoirs de l'engagement collectif. Mais ce que je vous invite à réfléchir d'un point de vue très très opérationnel, c'est de travailler sur ces 4 axes parce que c'est immédiat. Dès qu'on met ça en place, donc on le met en œuvre dans les démarches OKR, le premier bénéfice qu'on voit, c'est l'engagement des collaborateurs. Ça va, ça? N'hésitez pas à interagir, on n'est pas nombreux et puis on gardera de toute façon du temps par rapport à ça. Peut-être juste un point méthodologique, historique. Les OKR, c'est pas complètement nouveau. Alors, c'est une tendance de fond en France. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive que maintenant en France. Aux États-Unis, 70% des entreprises fonctionnent avec cette méthodologie-là. Ils appellent ça OKR ou pas, mais ça fonctionne comme ça. À l'origine, ça a été créé dans les années 70 par ce monsieur qui s'appelle Andy Grove, qui était le patron d'Intel. C'est lui, dans les années 70, pendant 10 ans à la tête, qui a permis de faire un saut technologique énorme à Intel et de devenir un leader qu'on connaît. Et lui, il disait, alors ça claque mieux quand c'est écrit en américain, mais là c'est... Voilà, il disait, chez moi, il y a des gens qui bossent énormément, mais finalement pour des résultats assez médiocres. Hein, achieving so little. Voilà. Et dans son COMEX, il y avait quelqu'un dont j'ai donné le nom, qui s'appelle John Doerr, qui lui a été un des premiers à monter un fonds d'investissement dans la Silicon Valley. Et ce John Doerr, en fait, un jour, il est arrivé 2 personnes qui sont Sergey Brin et Larry Page, ce sont les 2 fondateurs de Google, et il leur a dit, moi je veux bien investir dans votre boutique, mais à une condition, c'est que vous fonctionniez tout de suite sous OKR. Et du coup, les OKR sont aujourd'hui très connus en France, pas tant que ça, mais à travers Google, qui depuis le premier jour fonctionne sous OKR. Il n'y a pas un projet aujourd'hui qui ne fonctionne pas sous OKR. Un projet ou une équipe. Alors, juste pour sentir ce que sont les OKR, moi j'aime bien ces 2 définitions. Pardon. Donc John Doerr, il dit, pour lui, c'est la méthodologie qui permet de s'assurer que l'ensemble de l'entreprise concentre ses efforts sur les mêmes points, au même moment et partout dans l'entreprise. Donc, vous voyez ce côté très, très focus qu'on trouve en agilité, ce côté en faisant des design sprints ou des choses comme ça.
Donc dans la méthodologie OKR, on va se concentrer sur un certain nombre de sujets. C'est là en ça que je disais que c'est un sujet de priorisation. Alors attention, la priorisation, ça pique un peu. Prioriser, ça veut dire aussi renoncer, en tout cas temporairement. Mais ça veut dire que sur 2023, par exemple, dans nos organisations, on va se focuser sur ces 3 points, 4 points maxi. Quand on le fait chez Renault, vous imaginez la taille du groupe Renault, avec différentes marques, Dacia, etc. Ils n'ont que 4 objectifs. Voilà. Et après, on les décline dans chacune des marques, chacune des entités, à l'ingénierie, à l'industrie, etc. 4 objectifs pour un groupe de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et Larry Page, lui, dit, c'est la pratique la plus efficace pour définir et communiquer les objectifs prioritaires de l'entreprise, des équipes et des collaborateurs, tout en mesurant factuellement les résultats obtenus. Vous voyez ce côté on s'en sert beaucoup dans ce sujet de communication. Nous, il y a à peu près un projet sur 2 où le dirigeant il dit je ne comprends pas, j'ai l'impression de passer mon temps à expliquer la stratégie aux équipes, et dans toutes mes études d'engagement, etc., on nous dit la stratégie, elle n'est pas claire. Avec les OKR, ça n'existe pas. On va rentrer sur une logique tellement chiffrée qu'en fait, la stratégie, on peut y adhérer ou pas, ça c'est un autre sujet, mais la stratégie, elle sera claire. Il faut être clair, quand on démarre les projets OKR, y compris avec des grands groupes, qu'on travaille avec des grands cabinets de conseil, beaucoup plus grands que nous et beaucoup plus intelligents, en revanche, c'est rarement très clair. C'est rarement très clair. Concrètement, allez, on doit être une entreprise responsable sociétalement, côté environnemental, etc. Ok. Concrètement, c'est quoi les key results? Tu dois attendre quoi en émission de réduction de carbone, etc. Ils n'en ont pas la moindre idée. Voilà. Donc on met des mots, il y a des intentions, hein, mais derrière, il n'y a pas tellement de risque que ça décline quand l'ambition n'est pas complètement chiffrée. On va voir ça tout de suite à travers ce que sont les OKR. On va l'illustrer dans un exemple, rassurez-vous. Pardon. Donc je disais que c'est très simple, ça fonctionne toujours de la même façon, ça fonctionne de cette façon suivante. On va avoir un objectif, un OKR c'est ça, un objectif qui va être qualitatif, inspirant. C'est une phrase qui va être moyennement atteignable. Alors on va se le dire tout de suite, les OKR ne sont entre guillemets que l'extension du management par objectif. Le problème avec le management par objectif, et je mets derrière entre autres tous les systèmes RH, c'est que ce n'est plus adapté ni aux attentes des collaborateurs, ni aux enjeux de vitesse et de transformation des organisations. Tout est régi sur un mode annuel, et d'ailleurs c'est une catastrophe. Hein. Vous savez que dans les dernières études, il y avait une étude de Deloitte il y a quelques années maintenant, sur l'entretien annuel, pour pointer juste ce point-là, il y a 95% des managers qui ne trouvent pas ça efficace. En gros, ça les emmerde. Il y a entre 60 et 70% des collaborateurs qui disent on perd notre temps dans ces entretiens-là. Comment voulez-vous que ça marche? Comme par hasard, les premiers qui ont abandonné toutes ces logiques d'entretien annuel, c'est beaucoup d'entreprises américaines, des Microsoft, des Netflix, etc., fonctionnent sous mode OKR. Je ne dis pas qu'il faut enlever les entretiens annuels. Mais dans l'intention, on crée aujourd'hui à travers les entretiens annuels, je crois, en tout cas je pense qu'il y a un point de bascule qui est en train de se faire, plus de désengagement que d'engagement. Alors que dans l'intention, c'est quand même fait pour générer de l'engagement. Voilà, je reviens à mon objectif. Et sur chaque objectif, on va sortir 3 key results. Donc là, ça va être extrêmement quantifiable. Ça va être un chiffre d'affaires, un nombre de rendez-vous, un NPS, des choses comme ça, avec une deadline pour les atteindre. Alors quand on est au niveau d'une organisation, chez Renault par exemple, pour vous donner une grande taille d'organisation, c'était début de l'année dernière, on était sur des objectifs, des key results à 18 mois, 24 mois. En général, au niveau de l'organisation, on est là. Et puis quand on va décliner au niveau des équipes, on va réduire ces échéances pour arriver à un mode de fonctionnement par équipe opérationnelle où on fonctionne au trimestre. Et ça, c'est un gros changement. Et c'est en ça que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Mais à chaque fois, on va se dire, ce key result-là, mon émission de carbone, à quelle échéance on va y arriver? Et puis, dans la logique des objectifs, ça va être ambitieux, mais atteignable. C'est là où ça change aussi du côté... on a tous appris qu'un objectif devait être smart, merci, simple, mesurable, accessible. C'est plus le cas avec les OKR. C'est-à-dire le côté accessible, on dit ça va être moyennement accessible, donc c'est pas le résultat plus probable. C'est se dire, si on a tous les vents favorables avec nous, ce qui n'est jamais la réalité de l'entreprise, voilà ce qu'on devrait être capable d'atteindre. Le côté mesurable devient tellement fort qu'on le sort de l'objectif et ça devient mes key results. Ça va? Alors avant de vous montrer un exemple, juste quelques
donc, on dit dans les OKR que c'est à 360, c'est bottom-up, c'est transversal, etc. Il y a quand même une impulsion qui vient du haut. Je fais une petite parenthèse, mais un constat que je fais, vous l'avez compris, le cœur de notre activité, c'est de faire évoluer les modes de travail. Alors, on met du collaboratif partout, là. Ça devient problématique, c'est-à-dire que quand au niveau d'une organisation, on voit le directeur général qui dit on va faire un truc, un séminaire avec le CODIR et on va réfléchir à la stratégie de l'année prochaine ou avec l'ensemble des managers, c'est juste une catastrophe. C'est-à-dire que c'est quand même pas le boulot des collaborateurs de fixer les axes stratégiques et prioritaires de l'organisation. Il me semble que le dirigeant est quand même payé pour ça. C'est très anxiogène de se dire il y a un patron, en fait, il attend de nous de voir où on va. C'est très anxiogène. Enfin, j'illustre ça parce qu'on le voit beaucoup en ce moment et c'est pas très bon. Voilà. C'est quand même le boulot du patron d'avoir cette vision et de fixer un cadre. Et quand ce cadre et cette vision il est posé, là on peut faire plein de collaboratifs. Mais voilà, on va un peu trop loin sur le sujet. Bon, vous l'avez compris, les OKR, on va définir ce qu'on appelle les OKR de tête. C'est des OKR au niveau de l'organisation. On va définir les OKR au niveau d'une BU et au niveau de chaque équipe. On peut même aller jusqu'à un niveau individuel. Ça, c'est quand on est en masterclass. Quelques règles de fonctionnement, sinon on ne comprend pas ce que sont les OKR. Je l'ai dit, on va restreindre le nombre d'OKR et le nombre d'objectifs. 3 plus 1 moins 1. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à faire des OKR et qui commencent à pimper la démarche. Et quand on regarde, ils ont commencé, ils ont 9 objectifs. Et ben c'est mort. C'est plus un objectif de priorisation. Voilà. On l'a dit, les key results vont être vus tous les trimestres. 50%, on va s'inspirer des OKR du dessus, de sa BU par exemple. Et puis à 50%, c'est le patron de l'équipe avec son équipe qui va le définir. Encore une fois, c'est celui qui fait qui sait. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans un truc mécanique. Voilà, c'est de se dire, moi, de ce que je connais de mon métier, et c'est mon métier, pour moi, la priorité, elle est là, en complément de ce que j'ai vu au-dessus. Dans le fonctionnement des key results, un objectif atteint à 70% n'est pas forcément un échec. Et c'est très marrant de voir comment Google a fonctionné avec le lancement de Google Chrome, par exemple. Ils ont mis 3 ans à atteindre leur key result. Mais c'est pas grave, à partir du moment où on fixe des objectifs très ambitieux, il faut accepter qu'on soit à 70% de ce key result. C'est pour ça que je le dis tout de suite, il faut absolument le dissocier complètement, pour le coup, des logiques de RH, entre autres de rémunération, de primes, de bonus, etc. On ne va pas attendre d'être à 100% du key result. Je disais qu'on fonctionne sur un mode trimestriel. Si au bout de 2 mois, on est à 70%, dans un mois, on sera à 100%. Donc on le change tout de suite, le key result. Voilà, c'est cette logique très dynamique. Il y a un principe de transparence dans les OKR. Et ça, culturellement, en France, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Dans les entreprises les plus matures, avec le Trombi, vous avez les OKR de la personne. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à favoriser les collaborations entre les collaborateurs et de se dire, tiens, on a un key result qui est assez proche, on a intérêt à bosser ensemble. Et ça, c'est compliqué en France, cette logique de transparence. Ça veut dire qu'au niveau du CODIR, ils vont se partager leurs OKR et de se dire, ça là-dessus, on va bosser ensemble sur ce sujet-là. Ça va, ça ? Alors, voyons un exemple. Prenons-le assez neutre. J'aurais pu prendre le FC Nantes, peu importe, c'est le LOSC, un club de foot. Les OKR de tête, c'est ça. Alors, je ne rentre pas dans la démarche, là, mais on ne commence pas par peut-être baisser sur les OKR, on travaille avant sur l'ambition, etc. L'objectif du LOSC, c'est de faire du LOSC un grand club d'Europe qui gagne des titres et qui est profitable pour ses actionnaires. À quoi est-ce qu'on verra que c'est un grand club d'Europe ? Si on gagne la Ligue 1 d'ici 2 ans, si on arrive en 8e de finale en Ligue Europa la saison prochaine et si on est profitable dès cette année. Donc dès qu'on pose l'ambition, c'est à quoi est-ce qu'on va le mesurer. Et donc il y a une notion de key result qui arrive, dont on va se servir d'ailleurs pour redéfinir les objectifs. Et puis après, on va faire les OKR du CODIR. Donc on va faire ceux du président. Donc voilà, ça ressemble à ça, des OKR. On va avoir 3 objectifs et vous voyez bien que sur chaque objectif, on va avoir 3 key results avec des indicateurs chiffrés et une échéance dans le temps. Et puis, on va décliner au niveau du directeur marketing, par exemple, qui, lui, va avoir développé la marque LOSC, remplir le stade à chaque match, développer le rayonnement du club à l'international. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux OKR de tête, c'est que l'objectif va nous donner le quoi, et en fait, le key result va nous donner le comment. Donc, comment on va remplir le stade ? On voit bien, là, qu'on va jouer sur une politique d'abonnés. On voit bien qu'on va jouer sur une politique de yield pricing, donc adapter le prix en fonction du temps, de la saison, etc. Et puis qu'on va jouer sur une logique d'aller étendre sa zone de chalandise. Donc en fait, à travers ces key results,
on a comment on les atteint et le moyen de l'atteindre. Ça va sur le fonctionnement ? J'ai peut-être pas trop détaillé tous ceux du LOSC. Peut-être juste pour voir comment ça se décline. Vous vous souvenez, dans mon exemple sur le marketing, remplir le stade à chaque match, il y avait ce Key Result 3 justement qui était de se dire on est dans notre zone de chalandise et 20% des spectateurs n'habitent pas la région lilloise. Bah, ça va influencer la direction de la communication par exemple, qui lui va faire rayonner, avoir comme objectif, va prendre ce Key Result qui va devenir un objectif et qui va le traduire sur comment on fait. Voilà. Et ça va même jusqu'à impliquer le service de la sécurité des événements qui va avoir comme boulot, lui, de faciliter l'accès au stade et puis qui va dire je vais affréter 10 bus sur 10 villes à plus de 30 km. Mais à chaque fois, c'est très chiffré, quoi. 10 bus, 30 km au 24 juin 2023. Et derrière chaque key result, je ne détaille pas trop là, mais il y a une logique après de plan d'action. Vous voyez comment ça fonctionne ? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de le mettre en œuvre. Donc il y a deux choses dans la mise en œuvre, c'est les définir, et après c'est de les faire vivre, parce que ça va impliquer tous les rituels managériaux. C'est-à-dire que tous les mois, on va coller une petite séance d'OKR dans les réunions d'équipe ou managériales pour mettre à jour ces key results, et tous les 3 mois, on va les challenger, ces key results. Voilà. Est-ce qu'il est trop ambitieux, pas assez ? Est-ce qu'il faut le changer ? Donc on va avoir une matière complètement dynamique, et c'est ça qui est dur à faire prendre. Hein, c'est de changer ses habitudes managériales. Voilà, je voudrais juste, pour peut-être finir un peu de sentir ce que sont les OKR. C'est Renaud qui l'a illustré comme ça, mais j'aime bien. Il y a votre stratégie qui vous dit où est-ce que vous voulez arriver. On est à Nantes, on veut arriver à Lille. Tiens, restons là-bas. Ça, c'est votre stratégie. Votre GPS, ça va être les OKR vont être votre GPS. C'est ce qui va vous aider à tracer la route la plus droite entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et en fonction de la réalité de l'entreprise, ça va recalculer cette route droite en permanence. Vous avez toujours vos KPI. Donc les KPI, c'est le tableau de bord. Est-ce que j'ai suffisamment d'huile ? Est-ce que j'ai suffisamment d'essence ? Quelle est ma température d'huile, etc. Et puis, il y a les occupants de la voiture. C'est le management de la performance et la contribution individuelle. Et donc là, je vais aller un peu vite. Voilà, qui va permettre de faire avancer l'automobile quand même. Voilà, mais les OKR sont un GPS. Je vais recoller assez vite là au sujet de l'engagement. Ce qui crée l'engagement, c'est ce GPS. On est dans un environnement où on a 100 000 priorités, elles changent tous les jours. Et le premier vecteur d'engagement pour les collaborateurs, c'est de se dire, mais en fait, je n'ai que 3 objectifs. Ça les soulage immédiatement. Après, le boulot, c'est de se dire, dans tes objectifs, regarde ton agenda, ce que tu es en train de faire, la réunion auquel tu participes, qui est trop longue et où il y a déjà 20 personnes, est-ce que c'est bien en train de servir tes OKR ou pas ? Donc là aussi, c'est une question de choix et de priorisation. Donc là, souvent, le constat, il peut être presque un peu violent, quoi. Donc, vous l'avez compris, on déploie une stratégie, mais aussi on est une équipe, on déploie des projets avec ça. On trouve beaucoup ça dans les organisations qui sont passées à l'agile, à l'échelle, autour d'organisations produits, de ce qu'on appelle des squads. Ça marche très bien aussi pour le lancement de nouveaux produits. Alors, les bénéfices de la démarche, vous l'avez compris, ça permet de sélectionner et d'engager sur des priorités. Ça permet de communiquer plus efficacement auprès des équipes. Ça permet de mesurer le progrès en permanence et de s'ajuster. Et c'est ça qui fait que ce sont des vrais vecteurs pour gérer un engagement. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut tous passer aux OKR, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça marche très bien. Mais n'empêche que dans son management au quotidien, s'appuyer sur ces bénéfices des OKR, de ce que ça génère, c'est très inspirant. Et entre autres, ce côté priorisation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est dans une définition de poste ad vitam aeternam. D'avoir des priorités dans les 12 mois, tes 3 priorités ou les 3 priorités de l'équipe, c'est ça soulage énormément les équipes. Voilà, et puis vous l'avez compris, pour moi c'est le début d'une nouvelle ère. Je crois qu'il faut avoir en tête que le management par objectif, c'est Peter Drucker, ça date des années 50. Ça a été fait pour faire fonctionner des entreprises à l'ère industrielle, donc très hiérarchique, très pyramidale. Tout ce qu'on essaie de faire, et entre autres en développant les modes collaboratifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est de favoriser cette transversalité, d'être sur des organisations beaucoup plus matricielles. Et je le dis et je le redis, le management par objectif tel qu'on le connaît n'est ni adapté aux attentes des collaborateurs d'aujourd'hui, ça l'était sans doute dans les années 50 où la plupart d'entre nous
il y a 20 ans, et ni adapté à ce qui est en train de se passer dans les environnements aujourd'hui de crise. Alors juste pour comprendre le management par objectif, on vous donne le quoi, c'est toujours annuel, c'est confidentiel et cloisonné, hein, enfin, les comptes rendus d'un entretien annuel, vous les gardez secrètement, j'ai envie de dire. Ça se passe de haut en bas, c'est lié à la rémunération et c'est dans une logique où on est réfractaire au risque, on mesure le risque en permanence dans le management par objectif. Dans le mode de fonctionnement, en mode OKR, quand on est passé dans cette culture-là et ce mode, j'ai envie de dire, ce système de management-là, on nous donne le quoi et le comment. Et encore une fois, le comment, c'est les key results qui vont nous le donner. Deuxième chose, on ne raisonne plus à l'année. On va raisonner au niveau de l'équipe, au niveau du trimestre, voire mensuel quand on est dans la mise à jour de ces key results. Pardon. On est dans une logique où les key results vont être publics et transparents. Oui, il y a l'impulsion qui vient d'AO, mais dans la constitution de ces OKR, ça va se faire aussi avec l'équipe. C'est-à-dire que globalement, vous allez poser les objectifs avec le N+1. Le key result, c'est l'équipe qui le définit. Les moyens d'atteindre ces objectifs, le fait de dire on va remplir notre stade, on va avoir 20 000 abonnés en plus, par exemple, si je prends cet exemple-là, c'est l'équipe qui va dire comment elle va chercher ça. Et ça, c'est extrêmement stimulant. On est dans une logique hyper responsabilisante, même si on reboucle, hein, on ne dit pas si on n'est pas en phase. Alors ça génère ce qu'on appelle des discussions essentielles. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'au niveau des codires, souvent dans les accompagnements, on se dit mais s'ils n'en avaient pas parlé là, sur ce sujet qui semble un peu stratégique, quand est-ce qu'ils en auraient parlé? Mais y compris avec les collaborateurs. On a tous vécu des collaborateurs qui est plus aligné, ça se voit tout de suite dans les OKR. Là, on n'est plus en phase. Il va falloir gérer ça. Et ça se voit dans les OKR. On va le dissocier en grande partie de la rémunération et on va fonctionner dans une logique téméraire et ambitieuse. Encore une fois, c'est là où il faut le dissocier de tous les sujets de rémunération. Voilà ce que je voulais vous dire en mode un petit peu express pour lancer les échanges et le débat. Mais ce dont je voulais surtout témoigner, au-delà de cette démarche qui est dans le fond une démarche qui permet c'est un nouveau système de management de la performance. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est du bien-être, du confort que ça génère aux collaborateurs. Encore une fois, ce système, et je crois que c'est entre autres, en grande partie, lié à ce système de priorisation, de focuser sur certains sujets et de se dire, en fait, mes priorités, ce n'est que ça. Voilà. Le fait d'être dans une logique hyper responsabilisante, ça génère cet engagement. Le fait d'avoir un management intermédiaire qui est cohérent par rapport à ce qui se passe sur le terrain et ce qui est annoncé dans les stratégies, ça soulage énormément. Donc voilà, moi le premier bénéfice que je vois, c'est cette notion d'engagement. C'est-à-dire qu'ils ressortent avec leurs OKR, ils sont en train de sautiller comme des balles. Quelles sont vos questions sur la méthode, sur des exemples concrets que je pourrais vous témoigner? Ouais. 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 Alors, effectivement, il y a deux grandes phases. Il y a le fait de définir ces OKR et puis de manager avec les OKR et de les faire vivre dans le temps. Donc déjà, il faut pouvoir les décliner. Donc on va forcément commencer par le codir. Et ensuite, on va accompagner pour que les équipes, jusqu'au manager opérationnel, soient en capacité de faire des OKR qui soient propres. Alors autant se le dire tout de suite, sur un premier set d'OKR, ils ne sont jamais très propres. C'est pas grave. À un moment, c'est d'y aller. Et puis sur le deuxième set, donc ça veut dire 3 mois après, on y revient. Voilà. La deuxième chose essentielle, c'est de les engager tout de suite sur comment, les managers, ils vont manager avec les OKR, à quel rituel ils vont évoquer les OKR, et de façon systématique. Et là, on ne les lâche pas là-dessus, c'est là où il y a besoin aussi d'accompagnement. C'est que 3 mois après, ce qu'on appelle la première rétro d'OKR, on l'a fait ensemble. Qu'est-ce qui a moins bien marché, sur quoi on s'ajuste, et comment on refixe les key results pour le prochain trimestre. Voilà. Donc ça, c'est un moment charnière, tout simplement aussi parce qu'au bout de 2 mois, je crois qu'il faut être très humble, hein, parce que c'est toujours comme ça, le quotidien revient, ils ont tendance à oublier les OKR. Donc au bout de 3 mois, il faut remettre du gaz là-dessus. Voilà. Et au bout du 3e set, là, normalement, on commence à être pas mal. Alors ça veut dire aussi que dans les systèmes de management de la performance et de compétences à donner aux managers,
On le voit, vous l'avez compris, notre boulot, c'est beaucoup d'accompagner les communautés managériales à développer de nouvelles compétences. On est sur cette compétence de management de la performance avec les OKR et de savoir fixer les priorités. C'est ce qui est le plus vecteur d'engagement. Ça, je crois que vous l'avez compris, je l'ai dit plusieurs fois. Oui, je vous en prie. Alors, pour réagir à ça, effectivement, deux erreurs classiques. Donc, la première, celle qu'on cite, hein, ne serait-ce que d'avoir 8 dans une logique OKR, c'est trop. Alors, c'est là, effectivement, où il y a quand même quelques techniques, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir, par exemple, je sais pas, il y a forcément des objectifs qui sont très financiers, ne serait-ce que du chiffre d'affaires. Du coup, on ne va pas forcément le faire apparaître en OKR de tête, mais en revanche, ça va être le directeur commercial qui va porter cet objectif-là. Donc, entre guillemets, il y a ce sujet de la maille qui est pas si évident au début. Et c'est de se dire, dans mes 8, lequel pourrait être porté par un de mes directeurs opérationnels. Voilà. Développer le chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr que ce soit complètement l'objectif. En tout cas, on ne le formulerait pas comme ça pour les RH, par exemple. Voilà. Donc il faut être vraiment sur la maille la plus haute qui va concerner la plupart des gens. Je ne peux pas dire tout le monde, mais la plupart des gens. C'est pas neutre, hein, je peux communiquer dessus parce que dans les OKR de tête du groupe Renault, par exemple, je prends cet exemple parce que tout le monde connaît la marque, et voilà. De plus fonctionner en chiffre d'affaires, mais de fonctionner en rentabilité dans le monde de la bagnole, c'est une révolution de ne plus être sur ces volumes de voitures. En revanche, de se dire, on va essayer de gagner un peu de sous quand même sur nos voitures, c'est culturellement, c'est fort, quoi. C'est pas la culture. Et puis c'est des années de culture comme ça où on fait du volume de voitures, quoi. Je voudrais, enfin, peut-être que vous le percevez, mais je voudrais pas sous-estimer l'impact culturel que génèrent les OKR dans l'organisation. Le fait dans cette culture de responsabilisation, d'être hyper dynamique en permanence, voilà. Et puis le deuxième point que vous évoquiez et qui m'échappe. Oui, tout à fait. Très bien. Le deuxième piège sur les OKR, c'est de vouloir mettre sous OKR que les projets de transformation. On est sur un sujet de priorisation. Donc il faut absolument intégrer ce qu'on pourrait appeler le run. Voilà. Et pas que mettre que les projets un peu exceptionnels du nouveau plan stratégique. Sinon, on est sûr, mais à 100%, hein, que 3 mois ou 6 mois après, les équipes vont vous dire « Ah non, mais pas eu le temps parce que le quotidien, le run a pris le pas. » Quoi. Ah ouais. Le run, il fait partie des OKR, c'est quand même une priorité de continuer de faire fonctionner l'entreprise sur ce qu'elle fait au quotidien. Quoi. Christine.
C'est absolument clé. C'est pour ça que dans les accompagnements qu'on fait, on travaille là-dessus avec le dirigeant. Et après, même tous les membres du CODIR, on va définir leurs OKR, mais on va être dans une logique d'accompagnement individuel. J'ai envie de dire, ce n'est pas, je crois, hein, pour faire des bons OKR, c'est pas qu'un sujet de méthodologie et de connaître les OKR. Moi, je vois ce qu'apprécient les dirigeants. Alors, ils apprécient forcément la démarche, hein. À partir du moment où on peut mesurer en temps réel où ils en sont de leur plan de transfo, ça, ils adorent, hein. En revanche, dans les organisations, il y a assez peu de gens qui les challenge pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a toute une cour à côté qui dit « Oh, c'est formidable ce que tu as dit, etc. » Nous, pas d'enjeu. Donc, il faut être capable de challenger la personne en permanence. Et je le vois bien, hein, dans les accompagnements qu'on fait, il faut rentrer dans le métier des personnes et les challenger sur le fond de leur métier. C'est un boulot épuisant, passionnant, mais épuisant. Et c'est ça qui fait la différence dans des bons objectifs, quoi. Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Vous nous avez alerté à plusieurs reprises sur le fait de pallier les OKR et la rémunération. Moi, ça m'interpelle parce que si on considère que les OKR sont sur les sujets stratégiques qui engagent l'avenir et l'évolution d'entreprise, en quoi c'est gênant et où est le danger à intéresser les collaborateurs sur ces sujets-là? Alors, premier point, c'est une bonne question, hein. C'est la première objection. Voilà. Premier truc, c'est que dans la logique OKR, on fixe des objectifs limite atteignables. Atteignables, mais limite atteignables. Très ambitieux. Et du coup, si vous ne les calez pas de façon ambitieuse, on est dans le confort. On va être là sur ce qu'on a l'habitude de faire, gérer le risque, et puis être sûr que je vais atteindre ma prime, quoi, globalement. Et là, vous plombez tout de suite la démarche. Donc, pour être très clair, il n'y a pas de raison que les objectifs d'une équipe, par exemple, soient très différents des objectifs qu'on va retrouver dans les entretiens annuels. Voilà. Donc, si je suis un commercial, par exemple, et j'ai pour habitude d'avoir développé de 10% mon chiffre d'affaires, ça c'est dans l'objectif que j'ai. À travers les OKR, on va dire, je vais développer mon portefeuille, mais on va être sur le comment. C'est-à-dire comment tu vas développer 10%. Voilà. Donc, on est sur la stratégie. Donc, ça fonctionne comme ça, en fait. Le fait de suivre ces OKR vont permettre d'atteindre ces objectifs qui vont être liés à ces rémunérations. Donc ça va être une aide précieuse. Voilà. Dans les logiques d'OKR, on va valoriser davantage les progressions qu'une valeur absolue. Je suis sur un portefeuille qui fait 5, il y en a un autre qui a un portefeuille qui fait 10. Si demain je fais 8, je vais plutôt valoriser ce plus 3 là que le plus 2 qui est fini à 12 chez le voisin, par exemple. Voilà. C'est toujours dans cette logique de progrès qu'on va raisonner. Donc c'est des modes de raisonnement un petit peu différents. Et donc c'est en ça qu'il faut les décorréler. C'est un système de management de la performance. Les systèmes, sinon on est sur des systèmes RH qu'on leur sens et au bout d'un moment on fait un lien, mais dans un premier temps il ne faut pas le faire. Et c'est une grande tentation aussi tout de suite de vouloir le faire. Première grande différence avec les OKR, restez à un niveau collectif. Dans les logiques d'entretien RH, vous êtes à un niveau individuel aussi. Pas tout à fait la même chose. Elle nous a dit 50 ou 55 ? 55 ? Ok, super. Okay, merci. Donc il vient de nous dire 5 minutes, mais c'est bien. D'autres questions ou feedback ou interrogations sur la démarche ? Bien sûr. Ouais. 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 Alors, je prends un peu de mesure par rapport à ça, sur des objectifs de performance, de rentabilité, de taux de solvabilité, de trucs comme ça dans l'assurance. On va chercher le 100%. Donc, un peu de mesure dans ce que je dis là. En revanche, si vous voulez chercher du chiffre d'affaires, que vous annoncez à vos actionnaires, etc., 20 millions, dans la logique OKR, vous allez vous débrouiller pour que dire collectivement, on va d'abord viser le 25 millions. Voilà. Donc là, il y a cette petite distorsion-là, de se dire, on veut faire ça, mais parce que pour telle et telle raison, on va viser le 25. Et donc, vous calez les OKR sur le 25. Vous savez, c'est comme quand vous tirez à l'arc, quoi. Si vous visez juste la cible et que vous êtes un peu loin, vous êtes sûr que la flèche, elle va redescendre à un moment. Donc, vous visez plus haut.
Bah, plus 25. Ouais. Ah bah si on fait 30, c'est encore mieux. Si on fait 20, ouais, bah, non mais faut être transparent, c'est de dire, bah, voilà, on a pris un engagement de 20 vis-à-vis de l'actionnaire où notre budget il est calé sur 20, mais nous on va viser 25. Et c'est ça qui est motivant, on n'est pas habitué à ça. Donc on va viser plus haut pour au final, c'est pour ça que le 70% n'est pas forcément très grave. On va viser 25 et puis peut-être qu'on va finir à 20, mais peut-être bien qu'on va finir à 21 ou 22. Mais j'aime pas dire, parce qu'il n'y a rien de complètement magique dans les OKR, mais en tout cas, ça permet d'atteindre des résultats, je crois que je l'avais écrit à un moment, qu'on ne soupçonnait pas au départ. Et ça, on le voit très régulièrement. Ça marche, c'est pas complètement magique, ça marche pas sur tout, mais voilà. Donc c'est cette logique-là, et c'est ça aussi qui est vecteur d'engagement. Et de sortir de ces logiques de management, encore une fois par objectif, et entre autres drivé par la finance, quoi, avec les exercices budgétaires. Donc c'est très corrélé avec peut-être une tendance que vous connaissez qui s'appelle le Beyond Budgeting, où on fonctionne plus par budget aussi, mais enfin bon, je ne veux pas trop... euh, voilà, mais c'est intéressant. Alors, je veux juste mesurer un peu ça. Je pense qu'on n'est pas forcément un échec. C'est-à-dire qu'après, entre autres, je ne vais pas rentrer dans toutes les méthodes là, mais entre autres à l'exercice de rétro, on pondère et on se dit pour de vrai, les yeux dans les yeux, est-ce qu'à 70% en fait on est dans le rouge ou on est dans le vert, quoi. Voilà, donc il y a cet exercice-là qui est fait quand même, quoi. Donc il n'y a pas que côté complètement mécanique. Mais la plupart du temps, effectivement, 70% n'est pas complètement, n'est pas forcément un échec, clairement. Donc voilà. Donc premier levier, c'est de mettre des objectifs ambitieux, de se le dire, en tout cas qu'il y a un vrai challenge. Deuxième levier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette logique de priorisation et d'être faire cet exercice de priorisation vis-à-vis des collaborateurs, c'est sûr. Troisième levier, c'est d'être dans cette logique de responsabilisation. Vraiment. Et quatrième levier, c'est être sur un pilotage extrêmement court et pas être sur des rituels annuels qui n'ont plus beaucoup de sens objectivement. Alors après, il y a plein de choses, d'outils, de techniques, plus de management très opérationnel dans ce qu'on dit là. Mais moi, ce que je peux témoigner d'un point de vue plus systémique au niveau de l'engagement, c'est ça. Ça y est. Bon, bah, en tout cas, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez creuser la démarche. Je crois que j'ai des petits livres blancs d'ailleurs avec moi. Je me mettrai sur ton stand si tu veux, Lydie. Le stand 14. Ok, donc je resterai encore 20 minutes, une demi-heure là, de toute façon. Merci, bonne suite de salon. À bientôt.